Après 2 années de travaux de restauration, le 26 octobre 2025 a eu lieu la cérémonie de réinauguration de la grande synagogue de Metz. Tous les représentants de la République, ceux du culte, mais aussi ceux des fondations qui ont soutenu le projet, étaient présents dans cette synagogue construite en 1850. Ici, aujourd'hui, nous sommes tous, d'une certaine manière, unis pour faire face, non pas à l'adversité, mais au futur. Cette synagogue n'est pas exclusivement la propriété morale de la communauté juive. C'est vraiment une part de notre patrimoine national. La communauté juive messienne a reçu les rois de France, a traversé l'histoire contemporaine et elle travaille aujourd'hui à faire vivre un judaïsme français épanoui dans la cité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission, À l'origine. Dans notre collection Patrimoine juif de France, nous sommes aujourd'hui à Metz, en Moselle. Une synagogue impressionnante, une des premières communautés en France à s'être installée. Nous avons la chance aujourd'hui, dans cette synagogue construite en 1850, d'être les premiers, après sa restauration, pour raconter son histoire. Suivez-nous. Dominique Jarassé, spécialiste des synagogues, de leur construction, de leur architecture, professeur tout récemment à l'école du Louvre, une grande première. Merci d'être avec nous. Bonjour. En quoi la communauté de Metz se distingue-t-elle des autres communautés juives de France? Eh bien, le point essentiel, c'est sa longue histoire. Et je dirais même, avant que nous parlions de l'édifice, qu'à l'endroit même où nous sommes, eh bien, il y avait déjà une communauté à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle. C'est quelque chose d'absolument unique. Car je rappelle que depuis 1394, dans le royaume de France, il n'est plus censé y avoir de juifs. Alors, dans quelles circonstances tout à fait extraordinaires, une communauté, une vraie communauté officielle, pas parce que il y a des maranes dans le sud-ouest, mais ils sont de nouveaux chrétiens, ils sont obligés de se faire baptiser, d'avoir des noms chrétiens et ainsi de suite. Là, on a une vraie communauté juive reconnue comme juive. Pourquoi? Cela tient au fait que les Français, dans les guerres incessantes entre le Saint-Empire romain germanique et la France, ont occupé les 3 évêchés, c'est-à-dire Verdun, Metz et Toul. Ils les occupent dès le milieu du XVIe siècle. Et comme c'est une place forte militaire, les autorités ont besoin des Juifs pour acheter des chevaux, pour tout l'approvisionnement et ainsi de suite. Donc, ils acceptent très vite, au bout de quelques années, l'implantation de quelques familles, qui évidemment au début c'est 3-4 familles, ainsi de suite, mais qui grossissent, qui se font bien voir, et ainsi de suite. Et en 1595, ils sont en état de créer officiellement une communauté dans un royaume interdit aux Juifs. Donc ça, je pense que c'est le premier point absolument extraordinaire. Ensuite, c'est la continuité, car ils s'installent dans ce quartier, qu'on va appeler par la suite la rue de l'Arsenal, Oui. et ils vont rester fidèles à ce quartier jusqu'à nos jours. Là aussi, c'est très très étonnant. Unique, ça. Alors, ils traversent la Révolution, ils traversent le 19e siècle, le 20e siècle, et au 21e siècle, ils sont encore là, au même endroit. Alors, nous avons la chance de bien connaître les installations dans lesquelles ils étaient, parce que ils avaient 2 synagogues, une yeshiva. Car ce qu'il faut dire aussi, c'est que Metz, étant une communauté officielle, va prendre une certaine ampleur, notoriété. Il va y avoir une imprimerie hébraïque. Les grands rabbins de Metz
bon, qui circulent pas mal parce que les rabbins changent souvent de poste, mais enfin, il y a des très grands rabbins qui vont passer à Metz, sont bien sûr des gens qui viennent d'Europe centrale. Ils sont en lien avec Prague, avec l'Allemagne. C'est vraiment une communauté d'un très très grand rayonnement et c'est la plus grande communauté de France. Alors évidemment quand elle est toute seule, mais même longtemps au 19e siècle, ça a été la plus grande communauté de France, ce qui explique que, par exemple, comme il y avait une yeshiva très renommée dès le XVIIe siècle à Metz, eh bien, lorsque l'on crée le consistoire en 1808, on veut avoir une école rabbinique. Il faut former les rabbins, surtout qu'il faut les former à la française, avec un esprit français. Eh bien, c'est naturellement à Metz que l'on ouvre cette école. Et le transfert de l'école rabbinique ne se fera à Paris qu'en 1859, parce qu'évidemment Paris devient la capitale du judaïsme également, et donc veut ramener à elle cette école. Mais ça prouve, si vous voulez, l'ampleur de cette communauté qui a au moins 1500 membres à peu près au XVIIIe siècle. Alors, c'est incroyable. Il y avait une yeshiva et il y avait 2 synagogues. Il y avait une sorte de grand complexe communautaire. Ouais. On a la chance d'avoir les plans. On a même des dessins qui ont été faits juste par un artiste de Metz qui s'appelle Migette, qui ont été faits juste avant la destruction. Parce que en 1842, les bâtiments sont vraiment vétustes. Ils sont là depuis le début du XVIIe siècle, depuis les 1610 à peu près. Ces bâtiments sont utilisés. Et il y a 2 synagogues. Une grande synagogue pour tout le monde, et puis une petite synagogue pour, disons, les notables. Et quoi, il y a des historiens ou il y a des gens très savants qui passent par là pour que ça devienne un grand centre intellectuel? Alors oui, il y a des grands rabbins. Oui, tout à fait. Il y a des érudits, et cette yeshiva, je vous dis, a un assez grand renom. Il y a aussi un épisode fameux avec le grand rabbin Eisen Schupt, qui a un peu défrayé la chronique parce que peut-être qu'il serait lié à Shabbatai Tzvi, enfin tous les débats, si vous voulez, qui ont lieu dans le judaïsme ashkénaze, donc c'est essentiellement d'Europe centrale, se déroulent aussi à Metz, et Metz est partie prenante. Alors, la France n'ayant pas de juifs, si vous voulez, évidemment, cette communauté est complètement tournée vers le monde germanique. Au XVIe siècle, la ville de Metz est intégrée au royaume de France. Alors, oui, elle l'est. Alors, il y a justement cette distinction, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit occupée. Ce n'est qu'en 1648 qu'il y a un traité qui fait que les 3 évêchés sont véritablement rattachés à la France. Et c'est l'occasion, à ce moment-là, pour le roi Louis XIV, tenez-vous bien, Louis XIV lui-même vient visiter la synagogue de Metz. Incroyable. C'est la seule synagogue de France, donc c'est une occasion. Et comme il est venu visiter ces nouveaux États, en quelque sorte, eh bien, il visite la synagogue. Et d'ailleurs, elle est visitée régulièrement par des savants, surtout des religieux. Donc, on a beaucoup de témoignages, par bonheur, sur les anciennes synagogues, sur cet ensemble communautaire, parce que il y avait des maisons. Enfin, ce quartier ressemble fort à un ghetto. Il n'est pas un ghetto au sens strict, parce qu'il n'est pas fermé, il n'y a pas certaines règles, comme dans un ghetto italien, ou à une rue des Juifs à Francfort. Mais, il n'empêche que tous les Juifs habitent ce quartier. La paroisse qui était là auparavant a disparu. Et contrairement à toutes les diasporas de France où les Juifs ont évolué dans différents quartiers, on voit aujourd'hui ça à Paris par exemple, ici ça n'a pas bougé. Absolument, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est ce que je soulignais d'emblée, c'était cette continuité par rapport au lieu, un attachement par rapport au lieu. Parce que donc, si on reprend un peu l'historique, donc la communauté est très très florissante, très importante, c'est longtemps la plus grande communauté de France, parce que on me dit souvent, mais Strasbourg, attendez, à Strasbourg, les Juifs ne rentrent qu'à la Révolution. Avant, ils sont interdits de séjour à Strasbourg. Tandis qu'ici, ils sont. Et je vous dis, ils sont 1500, plus de. En 1842, les synagogues sont en piteux état, donc la ville même les fait fermer, ainsi de suite. Et on décide de construire cette grande synagogue dans laquelle nous nous trouvons, qui est immense. Alors, cet édifice, il est monumental. C'est le moins qu'on puisse dire, avec 2 niveaux de tribunes, il contenait 1500 places. Incroyable. En 1850, c'est exceptionnel. Alors, un édifice qui, sur le plan, si vous voulez, de son organisation, est d'une très grande simplicité. Car en fait, vous avez cette grande nef,
hein, avec ses bas-côtés, avec ensuite, nous avons la façade qui est là-bas, et l'Arche Sainte ici. Donc tout est ordonné très simplement, et avec l'idée aussi, justement, de pouvoir mettre un maximum de place. Alors, l'habitat, très certainement, devait être un petit peu plus au centre, mais elle est quand même restée un peu au milieu des fidèles. Oui. Hein, ça, c'est une tradition. Et au point de vue alors du décor, parce que ce qui frappe, cette synagogue vient d'être restaurée, et il est frappant qu'on ait retrouvé, que l'architecte et son équipe aient réussi à retrouver une authenticité. Ça, je dois le souligner. C'est pas clinquant du tout. C'est pas clinquant, c'est telle qu'elle était. Ouais. Effectivement, c'est dans son parce jeu, que c'était un édifice simple. Presque un peu austère. La façade est austère, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, ces grandes arcades. Et si on revient sur cette question de l'identité, en 1850, il n'y a rien qui signale véritablement la synagogue. Et donc, c'est un édifice d'une grande discrétion, d'une intégration vraiment très très poussée. Ce qui est un peu aussi la tendance des Juifs de France dans cette période. Ou une orgue. Alors, l'orgue, il faut en dire un mot, bien sûr, parce que l'orgue, c'est une communauté assez traditionnaliste. Ça, il faut aussi signaler le lien avec le lieu, le fait de rester dès les années 1800, au moment de la reconstruction, il y a déjà des gens pour dire, mais on va la construire ailleurs, la synagogue. On va pas rester dans cette rue de l'Arsenal. Imaginez la rue de l'Arsenal en 1850. Ça a toutes les allures d'un ghetto, avec des immeubles très hauts, et ainsi de suite. Déjà, à l'époque, il y a des gens qui disent, on devrait aller ailleurs, hein, ça montrer une émancipation, une sortie du ghetto. Non, ils reconstruisent ici. Ça, c'est vraiment important. Mais donc, je disais, c'est une communauté assez traditionnaliste, parce que du point de vue de l'orgue, il n'est installé qu'en 1896. Okay. Hein, c'est assez tard par rapport à d'autres grandes synagogues, évidemment à Paris. On a eu pareil sur Nazareth avec l'orgue d'Offenbach. Oui, tout à fait. Mais c'est plutôt, bien évidemment, à Nazareth ou à la Victoire. Oui. Ici, c'est seulement en 1896. Donc, vous voyez, c'est vraiment tardif parce qu'il y a eu de l'opposition. Hein, il y a eu de l'opposition. C'était une réforme, hein, en quelque sorte, très très importante. Alors, il est inauguré à un moment où il y a de nouveau un débat. Alors on est pendant la période allemande, là, il faut pas l'oublier. Et la période allemande est assez favorable aux Juifs. Hein. Il y a beaucoup de Juifs qui sont partis, évidemment, qui ont choisi la France. Mais les Allemands s'efforcent de favoriser le développement de la communauté. On a un très grand nombre de constructions de synagogues pendant l'annexion à l'Empire germanique. Hein. Et ici, il est proposé d'aller construire, peut-être dans le nouveau quartier près de la gare, hein, vous avez un très, très beau quartier allemand là, vers la gare, et ainsi de suite, de construire une nouvelle synagogue. Débat, polémique, des discussions, et ainsi de suite, mais il reste là. Il y aura encore un débat, je vais faire court, hein, il y aura encore un débat dans les années 20, et on est toujours là. Donc vous voyez, cette continuité, elle est très très étonnante. Comment elle vit l'occupation et la période de la Shoah, cette synagogue? Alors, la Shoah a été terrible ici. Hein, on parle de 1500, il y a une plaque là, de 1500 déportés, c'est absolument énorme. Quant au bâtiment, il a été utilisé. Alors, beaucoup d'histoires courent sur l'utilisation qu'il aurait eue, mais toujours est-il qu'il a été utilisé. Alors, sans doute... On a dit même une salle de spectacle, ce qui est assez commode, évidemment. On a parlé aussi d'écuries, on a parlé d'entrepôts. C'était la fonction qu'elles avaient le plus souvent. Mais il faut peut-être souligner que la Moselle est le département qui a le plus souffert au point de vue des synagogues, pendant l'occupation. Quasiment toutes les synagogues de Moselle ont été rasées, sauf Metz, Sarrebourg, Phalsbourg, mais dans les autres, Thionville, ainsi, tout a été rasé. Donc ça a été assez terrible. Alors l'édifice a été préservé donc grâce à cette fonction. L'orgue avait été démonté d'ailleurs, a été préservé aussi parce qu'il a été démonté. Et on a donc une restauration qui se fait en 1940, à partir de 1946, dont je voudrais dire un seul mot, c'est que quand vous regardez l'Arche Sainte, il y a 3 fenêtres, 3 baies au-dessus. Oui. Eh bien, la baie centrale, il y avait aussi une fenêtre. Okay. Et c'est l'architecte donc qui, en 1946, décide de construire ce très beau gable. Okay. Hein, c'est ce motif architectural un peu médiéval, si vous voulez, pour renforcer le côté néo-roman, mais
ça date des années 1940. Vous doutez bien aussi que le mobilier, parce que elle a été saccagée, hein, bien évidemment. Donc, très douloureux pour la communauté, mais disons que pour la synagogue, elle a réussi aussi à traverser cette période difficile. En quoi, selon vous, les Juifs de Metz caractérisent l'histoire française et européenne? Alors, si vous voulez, française, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, se dire une communauté au XVIIe siècle, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Je vous dis, la preuve, c'est que les gens viennent visiter. Mais au point de vue européen, c'est intéressant parce que, évidemment, Metz est une ville au carrefour de l'Europe, hein, comme Strasbourg, bien sûr. Mais Metz est vraiment une ville aussi au carrefour de l'Europe. Et donc, de ce fait, elle a toujours été dans des échanges très, très fructueux avec le monde germanique et même l'Europe centrale. Ça, je crois que c'est un point qui la caractérise. Et le fait qu'il y avait des grands rabbins, qu'il y avait une yeshiva de renommée. On a même donc aussi une imprimerie hébraïque. Hein, c'est qui atteste, si vous voulez, d'une activité intellectuelle très forte, intense. Donc, je pense que c'est sans doute cela, l'originalité et le fait que c'est un vivier de rabbins. C'est là où vous touchez, si vous voulez, à quelque chose qui est profond dans l'esprit justement des Juifs lorrains, un attachement à la France, mais aussi un attachement au judaïsme très poussé. Merci Dominique. Merci beaucoup. Elie Korchia, bonjour. Bonjour Steve. Depuis 1808, le Consistoire de France fédère les communautés juives. Pouvez-vous nous en rappeler le fonctionnement sur le territoire? Nous avons 17 consistoires régionaux à travers toute la France, avec des communautés, 260 communautés juives qui vont jusque dans les dom-toms, donc en Outre-mer, avec des communautés comme à la Martinique ou à la Guadeloupe. Et nous avons du nord au sud, de l'est à l'ouest, des communautés juives sur tout le territoire. Ce qui fait de nous pas seulement la 3e communauté juive au monde, mais surtout celle qui a un maillage territorial exceptionnel, unique au monde. Prenez d'autres pays, par exemple, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, pour parler de l'Europe, qui ont des grandes communautés juives au niveau européen. Eh bien, les communautés juives sont en général concentrées sur 7, 8, 10 lieux. Mais nous n'avons pas, comme en France, des communautés sur tout le territoire. C'est une grande chance. Depuis Napoléon, vous l'avez dit, depuis cette construction de la communauté juive en France, même si les Juifs étaient en France depuis des centaines et des centaines d'années, mais cette architecture, cette construction de la communauté juive de France à travers ces communautés, avec la date de 1791, bien sûr, la citoyenneté donnée aux Juifs, et ensuite 1808, la création du consistoire central, dit consistoire central israélite de France, eh bien, nous avons ce maillage territorial qui est extraordinaire, et il faut savoir qu'en 1808, puisque vous reprenez cette date, qui est une date évidemment, un marqueur historique pour la communauté juive en France, première institution juive nationale, le consistoire central. Il y a effectivement, à l'époque, il y a un peu plus de 2 siècles, un des hauts lieux du judaïsme français, européen et mondial. C'est ici, effectivement, dans la région, puisqu'on sait qu'au début du 19e siècle, eh bien, de grands sages sont en Allemagne et sont en France, et en France principalement dans l'est de la France, puisqu'ici, au 19e siècle, à Metz, et vous voyez cette magnificence de cette synagogue, le plus grand projet de restauration de synagogue depuis des années, c'est cette synagogue. On a eu de très belles restaurations, de très belles rénovations de synagogues. Je pense à la synagogue de Lille, qui a été restaurée il y a 3 ans par exemple. Mais le plus important projet de rénovation synagogale en France de ces dernières années, c'est effectivement cette immense, majestueuse synagogue de Metz, grande synagogue de Metz, qui a été restaurée avec évidemment un travail culturel extraordinaire. Et il y a 2 siècles, ici, même si cette communauté reste très vivante et on met à l'honneur le patrimoine de la Moselle, on est aux sources du judaïsme ashkénaze en France, bien ici. Sûr. Mais effectivement, il faut bien penser qu'il y a 2 siècles, ici, c'était un peu the place to be pour les Juifs sur le territoire national. Il y avait une vie juive. Même Louis XIV est venu visiter cette synagogue. Exactement. Il y avait une vie juive extraordinaire dans ce territoire, en Moselle, et Metz, c'était un des joyaux de la communauté juive française. Je vous ai vu tout à l'heure en réunion avec les membres du consistoire de la Moselle, à l'écoute, avec une envie que chacun puisse poser ses questions et puisse un peu donner son ressenti. Quelle est la particularité pour vous, ici, des Juifs
qui vivent dans cette région? D'abord, il faut savoir que c'est un concordat ici. On est dans un régime spécifique, un régime dérogatoire aux communautés juives qui sont dans tout le reste du pays, puisque nous avons 3 consistoires qui sont concordataires. Donc ici, par exemple, les rabbins, le grand rabbin Fison, le grand rabbin Bruno Fison, qui est le grand rabbin de Metz et de la Moselle, avec qui nous avons conversé tout à l'heure, avec les hommes et les femmes qui sont dans le conseil d'administration de ce consistoire. Le grand rabbin ici a le statut de fonctionnaire. Donc c'est un statut très spécifique, et donc nous avons 3 consistoires concordataires qui ont ce régime dérogatoire, et ils sont restés sous le régime du concordat. Et à part ça, c'est effectivement, ici on est dans ce territoire, on a effectivement une histoire qui se transmet de génération en génération, et ça reste un consistoire extrêmement actif, qui a la chance d'avoir à la fois 7 grandes synagogues, plusieurs offices et plusieurs autres synagogues au sein de la ville, des écoles. Évidemment, vous savez combien le pôle scolaire est très important. Un mikvé, enfin, il y a une vie riche. Et avec ce souhait de toujours aller de l'avant, on sait parfois les difficultés que peuvent avoir les communautés juives en province pour se régénérer, pour aller de l'avant, pour avoir de nouveaux projets, pour accueillir de nouvelles familles. On sait que c'est une des difficultés qu'on peut connaître actuellement. Et nous sommes aussi là pour les aider à aller de l'avant. Et cette collection de films, de documentaires que nous faisons ensemble à travers ce patrimoine juif de France que l'on met à l'honneur dorénavant, et à travers cet épisode, ce documentaire sur Metz et la Moselle, eh bien ça contribue aussi à montrer à toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui la richesse, la beauté et aussi la vitalité de nos communautés et de nos consistoires à travers la France, comme c'est le cas ici à Metz. On a eu tout à l'heure un historien qui nous parlait de la rénovation et on a des plans de cette synagogue à l'époque. Dans un cas comme ça, où des grands travaux pendant 2 ans sont votés, sont actés, se font, quel est le rôle du consistoire de France pour que les téléspectateurs comprennent bien? C'est un rôle d'accompagnement. Nous accompagnons effectivement, avec le Grand Rabbin de France, avec mon équipe, nous accompagnons effectivement les consistoires dans ce travail qui est un travail de patience. Il faut monter des dossiers, c'est quand vous voyez un tel volume, de telles galeries, et on est aussi sur plusieurs niveaux de galeries. Entre 17 et 18 mètres. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a parfois des très 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 hautes grandeurs au niveau des synagogues, mais parfois sur une seule galerie à l'étage. Là, on a effectivement plusieurs galeries d'étages, et et architecturalement, c'est effectivement un joyau. Merci Elie Korchia. Merci beaucoup. À bientôt. La synagogue est un lieu de rassemblement pour toute la communauté juive. Est-ce que vous pensez, monsieur le rabbin Fison, qui est le rabbin de cette grande synagogue, que la restauration va aider ou va amener une partie de la communauté qui n'a pas l'habitude de venir à la synagogue? Alors on peut l'espérer, on peut espérer que cette synagogue va, par la curiosité, le fait qu'on ait retrouvé le patrimoine de 1850, que effectivement des gens par curiosité vont venir, notamment aux grandes fêtes, aux fêtes de Kippour. Mais je voudrais dire que la synagogue, c'est un joyau. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un témoignage de notre histoire, de notre patrimoine, des Juifs qui sont passés ici à Metz, et ceci depuis fort longtemps. Mais c'est un joyau qui vient couronner un ensemble communautaire. Pour avoir une vie communautaire, il faut une école. Et nous avons une école. Nous avons un GAN, nous avons une école jusqu'à la classe, du jardin d'enfants jusqu'à la classe de seconde, et je considère que ça aussi, à côté de la synagogue, qui est le culte, évidemment, le culte c'est central pour une communauté, il y a le chinour, l'éducation. Oui. Sans éducation, sans ces enfants-là, eh bien, la communauté, déclinerait pour gentiment mourir. Donc, l'éducation, la place des enfants dans la synagogue, mais aussi à l'école, justement, l'école pour qu'ils puissent venir ensuite à la synagogue, qu'ils soient motivés, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un tout. On peut pas concevoir une communauté sans éducation. L'école rabbinique, justement, qui était là depuis 1829 jusqu'à 1859. Effectivement, l'école rabbinique qui est l'héritière d'une yeshiva, puisque ici à Metz, déjà au Moyen-Âge, on a déjà des personnages illustres, Rabbeinu Gershon Meor
Gola, qui est le lumière de l'exil, qui est né ici à Metz et qui a légiféré les 25 takanot, les 25 décisions qui ont permis notamment, la première, la plus célèbre, interdit la polygamie pour les juifs ashkénazes. Les sfarades vont suivre, rassurez-vous, quelques temps après. Et puis, bien sûr, la grande histoire des Juifs de Metz, à partir du XVIIe siècle, le retour, ils reviennent vers le XVIe siècle, 1559, ils reviennent, ils construisent, et très vite, une yeshiva va s'installer ici, à Metz, en face de la synagogue. Alors c'est pas cette grande synagogue, hein. Il y avait 2 petites synagogues construites en 1620 et très vite la yeshiva va rayonner. Yeshiva pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. On va faire venir des maîtres prestigieux d'Europe de l'Est. Pour une raison simple, d'abord pour qu'il soit neutre vis-à-vis des grandes familles messines, et puisque le rabbin, le rav est aussi le dayan, le juge rabbinique, et aussi parce qu'on veut mettre à la tête de cette yeshiva quelqu'un de prestigieux. Alors on a comme ça Rabbi Yaakov Reichman, qui était surnommé le Shout Yaakov, et le plus célèbre d'entre eux, Rabbi Ariel Leib Ginsburg, surnommé le Chagas Aryeh, le rugissement du lion, dont nous avons la chance d'avoir la tombe dans notre cimetière, qui va être jusqu'à un peu avant la Révolution, le grand maître, même consulté dans toute l'Europe. Et cette yeshiva va passer les vicissitudes de la Révolution, mais va être transformée effectivement en 829 en école rabbinique pour tous les rabbins de France et déplacée malheureusement pour nous à Paris. La vie florissante de cette communauté à Metz aujourd'hui fait qu'il y a de nombreux cimetières. Pouvez-vous nous en parler de ces cimetières? Alors, il y a déjà le cimetière, le vieux cimetière juif de Metz. Alors, savoir qu'il y avait 3 cimetières avant à Metz, 2 ont disparu. Un est toujours là avec un grand nombre de tombes très très anciennes, 250 ans, 300 ans. Les grands rabbinim y sont enterrés. Alors, on peut d'ailleurs suivre l'histoire de cette communauté avec les tombes les plus anciennes essentiellement écrites en hébreu. Parce que les gens étaient hébraïsants, évidemment, il y a 200 ans, 250 ans. Puis ensuite, on passe au français, puis à l'allemand, puisque la région va être annexée, et de nouveau au français. Donc on a toute une histoire dans ce cimetière qui est passionnante. Et puis évidemment, autour de Metz, et dans tout le département de la Moselle, on compte près de 44 cimetières juifs, dont certains aussi sont très très anciens et attestent d'une vie juive profondément ancrée dans la ruralité. Alors, on a des villes comme Créange, comme Henry, des petites villes, des petits villages dont on n'a jamais entendu parler, sauf les gens de la région, où il y avait une vie juive et parfois on pourrait compter jusqu'à la moitié du village qui était une population juive. Il y avait l'église, le temple protestant et la synagogue, et les juifs étaient partie prenante de la vie rurale avec des métiers comme marchand de bestiaux, marchand de grains, c'était les métiers traditionnels des juifs de Moselle. Spirituellement et religieusement, quel est, selon vous, le patrimoine que vous avez à transmettre de la communauté juive de la Moselle? Alors, d'abord, évidemment, le patrimoine, il est là, il y a les bâtiments, il y a les cimetières, ça c'est là, c'est présent, et on invite les uns et les autres à venir visiter et voir ce patrimoine. Et ça se fait de plus en plus, notamment le 15 Tammuz, alors c'est au mois de juillet en général, il y a le Yortzeit, c'est-à-dire la Iloula, le jour anniversaire du décès du Chagat Aryeh, du Rabbi Ariel Leib Ginsburg. Les gens viennent prier devant ce rabbin prestigieux. Et puis, Metz, dans les livres de Kodesh, c'est-à-dire, excusez-moi, les livres étudiés dans les yeshivot, le nom de Metz est prestigieux, le nom de Metz est connu. Il est connu déjà dans le Talmud, ou du moins dans les Tosfot, c'est-à-dire les commentaires qui sont sur la page du Talmud, Rabbi Eliezer de Metz, Rabbi David de Metz. Donc les gens connaissent le nom de Metz. Allez interroger un étudiant d'une yeshiva à Jérusalem ou à New York, Metz il connaît. D'ailleurs, ça s'écrit Metz. Alors nous, on le prononce à la française, Metz, mais ça s'écrit Metz. Et d'innombrables, il y avait une imprimerie ici à Metz qui a imprimé un Talmud. On est au XVIIIe siècle et également au XIXe siècle, qui a imprimé de nombreux livres de prières et des ouvrages aussi plus rares, les ouvrages du Chagas Aryeh, on en a déjà parlé, mais également d'autres ouvrages. Donc, j'allais dire que Metz est peut-être la plus ancienne, alors je ne vais pas rivaliser avec d'autres villes en France, mais on va dire quand même la plus ancienne communauté juive en France, avec une présence attestée en Antiquité, une forte activité au Moyen-Âge, et on l'a dit donc au XVIIe, XVIIIe et au-delà. Et également, Metz donc transmet, et c'est le phare un peu du judaïsme. Alors maintenant, c'est devenu une communauté
un peu plus modeste par rapport aux grandes communautés juives, mais elle reste la référence. La référence pour les Juifs de France, la référence pour les Juifs d'Europe, puisque à l'égal de Francfort par exemple, ou de Prague, hein, c'est quelque chose qui marque également la référence pour un certain nombre de Juifs dans le monde qui sont versés dans l'étude de la Torah ou pas, puisque c'est un point de passage obligatoire de l'histoire du peuple juif. Merci. Voilà. Merci, monsieur le rabbin. Marc Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du consistoire israélite de Moselle. On est dans cette sublime synagogue. Après-guerre, vous pouvez nous raconter un peu comment se reconstruit la vie juive en Moselle ? Oui, absolument. La vie juive se reconstruit relativement vite, avec malheureusement 1500 personnes en moins, puisqu'il y a eu 1500 déportés rien que pour la ville de Metz et 2000 en Moselle. Donc la communauté s'est reconstruite assez vite et il y a eu la décision par le consistoire israélite de très vite reconstruire des synagogues dans de nombreuses petites villes où elles avaient été bombardées par les Allemands. Cette synagogue où nous nous trouvons a eu la chance elle a été vandalisée par les nazis, mais pas détruite. Aujourd'hui, quelles sont les communautés encore actives autour de celle de Metz, en Moselle ? Alors, il y a encore 10 ans, il y en avait beaucoup. Il ne reste malheureusement plus que 5 communautés actives. Il reste Metz, Thionville, Saint-Avold, Sarreguemines et Sarrebourg. Avec des communautés malheureusement vieillissantes. Il n'y a qu'à Metz où la communauté est encore très très active. Par contre, j'insiste, dans toutes les petites villes que j'ai nommées, il y a office tous les Shabbats et pour les fêtes. Merci beaucoup, Marc Serre. Oui, Merci. avec plaisir. Merci. Merci. Vous êtes la présidente de la communauté juive de Metz. Quelle est, selon vous, la situation des Juifs de Metz aujourd'hui ? Elle n'est pas évidente. C'est général, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. On n'apprend rien à personne. On a la chance à Metz d'avoir une communauté vivante, avec plein de choses qui font que notre communauté existe, et c'est quelque chose de très important. On a beaucoup à donner aux gens. On attend des familles qui viennent s'installer à Metz. On a beaucoup de choses. On a une école, je ne sais pas si c'est le sujet, mais venez à Metz. Venez découvrir Metz. C'est une ville magnifique. Pour moi, c'est la plus belle ville de l'Est de la France. On parle de Strasbourg, mais c'est Metz. Metz a besoin de sang neuf. On a tout pour que les familles se sentent bien. On n'est pas loin de Paris. Et puis, je suis une présidente. Et ça, c'est important parce que une présidente a une sensibilité totalement différente. La sensibilité seule une femme peut avoir. Nous sommes pas très nombreuses en France. Nous sommes une dizaine en France et nous fonctionnons, avec une entraide entre nous, une communication, et Metz est une très belle ville. Nous faisons beaucoup de choses, nous essayons de faire connaître notre communauté. Je ne sais pas quoi vous dire parce que j'aime tellement cette communauté, je suis née ici, j'ai toujours grandi ici et Metz, c'est pour moi la plus belle communauté qu'il soit. Quels sont, selon vous, les lieux du patrimoine juif à Metz ? Inévitable, à part cette synagogue sublime. Synagogue, la Das Shurun, qui était la synagogue de mes parents, de mon père plutôt, et de ma famille. Maintenant, on a Beth Yosef pour tous ceux qui sont venus en 62. On a un oratoire qui fonctionne. On a surtout un office qui fonctionne tous les jours, matin et soir. C'est important à savoir. C'est quelque chose qui, très peu de communautés encore, peuvent s'enorgueillir d'avoir une communauté avec un minyan le matin, le soir, Shabbat, différents offices pour Shabbat. C'est fabuleux. Est-ce que grâce à la restauration de cette nouvelle synagogue et donc de son patrimoine, vous avez envie de mélanger au culte et à l'éducation, puisqu'on a l'école juste à côté, de la culture, dans les projets à venir ? Il faut. Une communauté avec des enfants, c'est la vie. C'est important de le savoir. Nous avons
un GAN, nous avons une école, nous avons un collège. C'est la vie de la communauté également au travers, et de la synagogue, au travers de tout ce qui se passe au niveau éducation. Ça va représenter quoi pour vous la restauration de cette synagogue? Un renouveau, un sang neuf, d'avoir de nouveaux objectifs, de peut-être amener, tout en restant totalement respectueux du culte et du judaïsme, une sorte d'envie d'ouverture vers les autres? Attendons de voir ce qui va se passer. On a les journées portes ouvertes. Oui. Qui sont également un lieu où les gens, par curiosité, parce que c'est de la curiosité très souvent, c'est quoi ce qui se passe derrière cette porte? Et cet intérêt que les gens ont c'est quoi une communauté? C'est quoi une synagogue? C'est quelque chose, les gens me disent, on ne savait pas, on ne connaissait pas. Venez, les journées du patrimoine sont faites pour ça, les journées des portes ouvertes sont faites pour ça. Et c'est aussi une certaine façon de promouvoir, de connaître, de faire venir la ville à la synagogue. On sent de toutes les façons qu'il y a une volonté de la ville à ce que la communauté juive existe et se développe, puisque elle est partenaire de cette rénovation. Tout à fait, tout à fait. C'est grâce à toutes les différentes subventions, merci. Voilà, que cette synagogue a pu être refaite, a pu être restaurée. Elle est maintenant, je vais dire, à 90% dans son jus. Elle est magnifique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alain Ezen, oui, vice-président du consistoire israélite de Moselle. Quand ont débuté ces grands travaux? Alors c'est une longue histoire. On a toujours été encouragés par le maire qui s'appelle Monsieur François Grosdidier et par le préfet de l'époque qui s'appelle Laurent Touvet, qui nous disait chaque fois qu'il y avait une manifestation officielle, cette synagogue est un joyau du patrimoine et vous devriez la faire quelque chose pour qu'elle retrouve son éclat certainement d'avant et on sera à vos côtés. Donc ça date en fait la première venue de l'architecte du patrimoine date de mars 2021. Donc mars 2021, donc l'architecte du patrimoine est venu. Il a fait un petit peu le tour. Il nous a fait un petit peu peur parce que il est monté au-dessus du plafond et le plafond n'est pas très épais. Et le plafond n'est pas très épais. On avait peur donc qu'il ne tombe parce que le plafond culmine à 14 mètres de hauteur. Alors à la suite de ça, il nous a présenté une première ébauche de ce qu'il y avait à faire. Et voilà, c'est parti de là. Donc, au point de vue étape, c'est mars 2021. Le permis de construire a été déposé en novembre 2022. Et en mars 2023, après avoir sollicité des subventions des organismes publics, puisque la DRAC, la ville de Metz, le département et la région Grand Est nous ont largement subventionnés. Donc en mars 2023, on s'est réunis, on avait une grande réunion au consistoire. Il a été décidé de démarrer des travaux qui ont démarré donc en août 2023 et qui viennent de s'achever. Et nos engagements ont été tenus, ce qui est quand même un petit exploit. En dehors des travaux, quelle est la symbolique pour vous de cette restauration? Alors, cette restauration a pour symbole de marquer quand même le dynamisme de la communauté. Et on est une synagogue, une communauté de taille moyenne, mais qui présente la chance d'avoir un GAN, une école et un collège. Et donc cette restauration a pour but de dynamiser encore plus le judaïsme messin et mosellan. Et en espérant attirer bien sûr d'autres Français de confession juive, d'autres régions de France, puisque on parle largement et aujourd'hui largement de cette restauration et de la réouverture prochaine de la synagogue. Voilà. Ezen, il vient d'où votre nom? Alors c'est un nom qui a été francisé quand j'avais 8 ans. Mon père s'appelait Eisenstadt, mais comme mon père était un survivant d'Auschwitz. Il avait, à la Libération, il voulait plus rien entendre parler du judaïsme.
Et juste une petite chose, c'est que je vous ai raconté tout à l'heure, mon père et ma mère se sont rencontrés. Où est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés à Auschwitz. C'est une histoire incroyable, une histoire de fou, qui relève de miracles au pluriel vécus à titre personnel. Ils se sont retrouvés après la guerre, et après la guerre, mon père a décidé de changer de nom pour être un Français comme un autre. Voilà. Et donc mon nom Ezen, c'est lui qui l'a trouvé. Et puis, mais Eisenstadt, c'est une ville d'Autriche où il y avait une communauté juive importante. D'ailleurs, il y a un cimetière juif où il y a un pèlerinage tous les ans qui se fait sur la tombe d'un rabbin qui s'appelle Eisenstadt. Qui sait, peut-être votre fils ou votre petit-fils reprendra le nom de votre père? Peut-être, mon fils avait songé un temps, mais les circonstances actuelles font qu'il diffère peut-être cette volonté de quelque temps, le temps que l'antisémitisme s'apaise en France, qu'on espère tous. Merci beaucoup. Merci. La communauté de Metz dans le judaïsme français, c'est très symbolique. C'est à la fois le lieu d'origine de l'école rabbinique. C'est pas anodin. L'école qui, la première fois, a été conçue pour former tous les rabbins de France était ici à Metz avant d'aller à Paris, en 1859. Donc, il y a l'idée que cette zone va produire des rabbins et on va leur apprendre à parler français, s'exprimer en français, à penser avec les différentes formes de judaïsme français qu'il y avait à l'Est, au Sud-Ouest, le Sud-Est, bref, et le judaïsme parisien. Donc c'est essentiel. Et puis c'est des moments assez extraordinaires de notre histoire. C'est le Chagat Aryeh, un rabbin éminent qui est enterré ici, au cimetière de Metz. Et puis quelque chose d'assez étrange, c'est Louis XV qui vient ici combattre et qui va mourir. Je crois qu'il reçoit 3 fois l'extrême onction. C'est un médecin juif qui le sauve. Et alors, en remerciement de ça, Louis XV a construit une église qui est aujourd'hui très connue parce que c'est le Panthéon. Je m'étais toujours dit qu'en fait, si ça avait été réglo, Louis XV aurait dû construire une synagogue qui serait le Panthéon. Voilà. Et Metz est aussi un des lieux où c'est conçu, et justement avec l'école rabbinique, ce concept qu'on appelle le franco-judaïsme. C'est le consistoire qui a porté cette école rabbinique, qui est fondée ici à Metz, dans cette ville, a comme devise « religion et patrie ». C'est que l'ensemble des rabbins doivent porter cette vision de rencontre à la fois du judaïsme et de la France. Et beaucoup d'auteurs juifs, français, ont porté cette double vocation. Alors, il se trouve que en 1928, Schwarzbach est né ici. Il a eu le prix Goncourt, qui est quand même l'acmé d'écriture pour les écrivains, et le prix Goncourt avec Le Dernier des Justes, qui est à la fois une écriture profondément française et en même temps éminemment mémorielle, donc profondément juive. Je me dis que dans cette façon qu'ont eu les communautés juives au long de l'histoire de penser à la fois leur attachement au judaïsme profond authentique et leur attachement profond authentique à la France, on a construit ce que j'appelle aujourd'hui un néo-franco-judaïsme. Il ne s'agit pas de dire il faut être israélite, surtout pas juif. Nous sommes juifs et nous sommes profondément français. Cette cérémonie ici à Metz est essentielle parce que le consistoire central a une charge énorme à travers les communautés d'un patrimoine éminemment important mais ancien, qui a besoin donc d'être entretenu. Et les moyens d'une communauté comme celle de Metz, mais c'est valable partout en France, qui était capable de construire ce bâtiment, sont maintenant plus forcément capables de l'entretenir. Et donc c'est important qu'il y ait une mobilisation de l'État, il faut remercier l'État, qui entretient aussi le patrimoine juif, qui est une part du patrimoine français. Mais des collectivités territoriales, des fondations privées, des fondations diverses d'aide du patrimoine. C'est le cas récemment à Elbeuf. Donc vous voyez, une ville où il n'y a plus de communauté juive, mais qui a une histoire profondément ancrée dans le paysage local. Et je pense que de venir ici inaugurer ou réinaugurer, mais au fond c'est l'inauguration de cette tranche de travaux qui permet de relancer quelque chose et de dire à la communauté, mais en même temps à tous les acteurs de la cité. Cette synagogue est importante pour la communauté juive, mais en même temps pour l'ensemble de la société, parce que s'il n'y a pas de synagogue vivante, alors il manque quelque chose au kaléidoscope de notre société française. Il manque un invité à la table de la République.